tous. Nous allons démarrer notre webinaire de ce jour intitulé « L'industrie du futur, c'est l'urgence de maintenant, comment accélérer sa mise en œuvre ». Ce webinaire lance en fait une série de webinaires, 10 précisément au titre de cette année, qui est une continuité de ce que le groupe Tijari Wafa Bank a programmé depuis quelques années, donc, et qui prouve sa volonté de consolider et de poursuivre l'axe des services non financiers mis en place depuis quelques années déjà. Je vous souhaite tout d'abord, au nom du groupe Tijari Wafa Bank, la bienvenue à ce nouveau rendez-vous digital, qui est devenu en quelques années un rendez-vous digital incontournable, et remercie BPI France pour son soutien logistique et son amabilité et les efforts déployés pour rendre possible la tenue de cet événement. Je m'appelle Mohamed Kamel Debi, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour modérer et animer cet événement. Je faisais, il y a à peine quelques mois, partie de cette grande famille Tijari Wafa Bank, précisément au niveau du marché de la PME-GE. Il s'agit pour moi en fait d'un retour aux sources et d'une grande émotion de vous retrouver à nous. Alors pourquoi ce thème et pourquoi aujourd'hui? L'entreprise, nous l'avons dit et répété, industrielle, vit dans un environnement de plus en plus complexe. Elle est restée, malgré les évolutions, dans une approche et business model assez classique. L'environnement international est en train de changer et muter et impactera nos entreprises et notre environnement, à nous tous. Et la transformation 4.0 a fait ses preuves ailleurs et les entreprises qui ont fait le pas se développeraient nettement mieux que les autres. Souvenez-vous, au sortir de la pandémie, la plupart des signaux au niveau mondial laissaient entendre une volonté de reprise avec des programmes colossaux. Cette reprise a été un petit peu contrecarrée par la conjoncture actuelle au niveau de l'inflation et au niveau un petit peu de tassement de la croissance mondiale. J'espère que c'est une vague qui va se dissiper le plus rapidement possible. Mais cette année aussi, l'année 2022, est une année porteuse d'espoir pour nous, parce que j'ai parlé de la relance avec un grand terme un peu partout, et beaucoup de chantiers ont été entrepris au niveau national, notamment la charte d'investissement, la banque de projets avant, le grand chantier de la transition écologique et énergétique à travers notamment la décarbonation des sites de production industrielle. Et 2022 aussi, il ne faut pas le perdre de vue, devrait également voir la mise en route de la première brique du nouveau modèle de développement qui a été proposé à notre souverain et qui est une trame en fait pour nous, sociétés marocaines, à tous les niveaux, à horizon 2035. En définitive, l'entreprise, d'une manière générale, a retenu les leçons, la pandémie, le contexte, comme ce que je viens de dire, et on entend un peu plus parler de réindustrialisation, sourcing local, résilience, chaîne de valeur, régénération de ces chaînes de valeur, souveraineté sur les produits, ne serait-ce que de première nécessité. L'entreprise et la PME en particulier doit donc profondément se transformer. Et les premiers prémices sont apparus pendant la pandémie avec la montée en forcée, je dirais, de la digitalisation, mais qui était quand même louable et salutaire et qui a obligé la plupart des entreprises et des intervenants à faire le pas. Mais cette transformation industrielle doit aller beaucoup plus vite et plus loin. Et on entend parler de plus en plus avec plus d'acuité de cette industrie du futur et des industries de 4.0 depuis quelques années. Alors, de quoi s'agit-il? Et pourquoi parle-t-on de plus en plus de l'industrie du futur? Quels sont ses concepts, ses prérequis, ses objectifs, ses enjeux et aussi ses livrables pour l'entreprise? Comment s'y prendre? C'est une question qui a tout son sens. Comment investir? Quel choix stratégique et organisationnel? Dispose-t-on d'un environnement incitatif pour onboarder nos PME? Quid des compétences, de la formation de nos cadres et de nos ingénieurs? Pour en parler, nous avons l'immense plaisir de compter parmi nous aujourd'hui un panel d'une très grande qualité autour de 2 experts qui nous font la gentillesse de prendre de leur temps et de nous éclairer sur ces sujets. Et je les remercie vivement. Tout d'abord, Alain Pachon, qui est CEO de Diligence et fondateur de la plateforme France Industrie 4.0. 2 entreprises au cœur de la transformation vers l'industrie du futur, qui fournissent en fait des solutions et accompagnent depuis plus de 5 ans déjà les PME dans leur transition vers l'industrie du futur ou l'industrie 4.0. Nous avons aussi l'immense plaisir d'avoir avec nous
Rachida Maliki, qui est directrice générale de la société INME, une usine, une entreprise, mais une usine pour les entreprises, elle en dira un peu plus, qui accompagne depuis plus de 10 ans maintenant les PME en vue d'améliorer leur compétitivité et productivité. Madame Maliki dispose avec ses équipes de cette expertise terrain au plus près des PME et industriels d'une manière générale. Elle nous éclairera sur ses missions, les programmes et les objectifs de transformation industrielle de nos PME d'une manière générale. La parole sera donnée dans un premier temps à Alain Pachon, suivra ensuite la Rachida Maliki qui prendra le relais pour donner un aperçu sur l'expérience marocaine qui intéresse grandement nos PME. Pour tenir cette conférence, nous allons réserver environ à peu près 50 minutes pour les pitchs des deux intervenants et réserver à peu près 40 minutes pour l'échange et les débats. Ce qui nous intéresse, c'est d'interagir avec, et on le dira un peu plus lors de ce webinaire, avec les entreprises qui sont connectées pour recueillir un petit peu ce qu'ils font, quelles sont leurs interrogations, et ainsi de suite. L'objectif, c'est de tenir ce webinaire sur à peu près une durée d'1h30. Alors, je me retourne chez Alain. Bonjour Alain. Bonjour Kamal. Tu es un expert ayant labellisé, je dirais, la transformation 4.0, une formation HEC. Tu as démarré tout d'abord dans le milieu industriel et précisément dans l'industrie automobile en tant qu'expert chez PSA, Goodyear et Faurecia. Et en parallèle de ton activité opérationnelle dans le domaine industriel, tu es également enseignant de cette industrie 4.0 dans les business schools centrales. Et tu es aussi auteur de plusieurs ouvrages et articles sur l'excellence opérationnelle et l'industrie du futur. Et tes travaux au milieu industriel ont reçu des récompenses et sont utilisés dans la formation d'ingénieurs dans les business schools, y compris au MIT. Je retiens deux phrases, et je te cède la parole, Alain. Sur le site de Diligence, quand on rentre, il y a une phrase qui frappe, qui dit « Nos expertises en industrie 4.0, intelligence artificielle et excellence opérationnelle au service de la compétitivité de votre entreprise, qui résume en fait les missions de Diligence. Et il y a une dernière citation dans laquelle tu dis « L'industrie 4.0 vous donne les outils technologiques nécessaires pour transformer votre proposition de valeur et vos opérations afin d'acquérir la résilience et l'agilité nécessaires pour naviguer et réussir dans un monde d'aléas exponentiels. » Je te cède la parole, cher Alain. Ok, merci Kamal. C'est un plaisir d'être ici et de pouvoir échanger avec toutes les personnes qui participent, donc surtout sur ce sujet qui me passionne. Donc, j'ai préparé quelques slides pour échanger avec vous. Donc, je vais essayer de partager. Tac. Et donc, c'est une présentation à tiroir. C'est-à-dire que il va y avoir quelques sujets, plusieurs sujets abordés. On essaiera d'évoluer simplement. Et selon le rythme, je pourrais éventuellement faire ou ne pas faire certaines parties. Okay. Donc, juste, alors, on va peut-être passer directement à cette partie, parce que j'avais prévu ce slide pour me présenter. Mais je pense que ce qui me résume, grosso modo, c'est la passion pour trois briques, trois sujets. L'industrie, effectivement, l'industrie, la technologie et l'éducation. L'éducation, tu l'as dit, en tant qu'enseignant depuis plusieurs années, notamment à Centrale Paris. Et puis, l'industrie, j'ai passé tout mon temps. Et donc, cette conviction forte également, qui est celle que l'industrie est essentielle pour garantir la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Okay. Et donc, je disais tout à l'heure que je suis un passionné du travail standard. Donc, vous voyez également que j'ai beaucoup travaillé sur le travail standard, et notamment sur le Lean. Donc, alors, nous avons tout ce travail, le travail qui se fait autour de l'industrie 4.0, dont je vais vous parler, se concentre autour de deux structures. Donc, il y a Diligence et la plateforme France Industrie 4.0. Il s'agit de deux structures qui sont vraiment complémentaires. La plateforme France Industrie 4.0, comme vous allez le voir, est plutôt sur la partie un peu formation, évangélisation de l'industrie 4.0. Alors que Diligence est à la fois sur l'accompagnement des PME. Okay, donc, nous, on met un point d'honneur à pouvoir accompagner les PME. On a accompagné ces dernières années plus d'une centaine dans leur transformation vers l'industrie 4.0.
Mais également, nous proposons des solutions de jumeaux numériques qui permettent à nos clients, ça va être Stellantis, Toyota, ça va être Constellium, RATP, de pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur flux de production, d'analyser et de prendre des décisions. On y arrive tout simplement parce qu'on a des jumeaux numériques extrêmement rapides. Donc, je vais tout de suite vous partager avec vous le sommaire. Donc, comme je l'ai dit, on va peut-être parler de l'industrie 4.0, commencer par une petite définition. Je vais revenir sur peut-être des choses que vous avez vues avec un angle de présentation différent. On va également aborder le sujet de l'urgence et de l'opportunité, qui sont en fait dans une certaine dualité. Puis, si on a un peu de temps, enfin, ça dépendra comment ça évoluera, je vous parlerai peut-être du bilan du déploiement de l'industrie 4.0, vu de notre expérience, celle de diligence, et des points d'attention à avoir pour ceux qui sont déjà engagés. Puis, on discutera ensemble de comment accélérer cette approche industrie 4.0, notamment dans le but de révolutionner son modèle d'affaires. Parce que, comme vous le verrez, ce qui est vraiment important dans l'approche industrie 4.0, c'est de l'aborder via le prisme du modèle d'affaires. Et puis, on finira par une conclusion, juste le temps de rappeler les points importants qui auront été discutés ensemble. Alors, ici, j'ai prévu ce slide juste, donc ça, c'est un peu suite à l'échange que j'ai eu avec Amal, pour rappeler un peu ce qu'est l'industrie 4.0. Et pour ce faire, j'ai fait un clin d'œil au Lean, donc d'où l'histoire de la machine, The Machine That Changed the World. C'est en fait le livre dans lequel, pour la première fois, on voit le mot Lean. Donc, il parle du Lean. Et je pense vraiment, je suis quelqu'un qui a pratiqué le Lean. Et aujourd'hui, je pense, le Lean a eu un impact énorme dans l'industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, sans opposer les autres, parce que je pense que les deux vont ensemble, l'industrie 4.0 aura un impact hautement plus important. Mon estimation est de 10 à 100 fois plus important. Okay. Donc, cette machine qui a changé le monde est l'arrivée, je dirais, c'est l'histoire de 3 siècles. Hein, donc, on parle de la première révolution industrielle, où il y a une machine qui arrive. C'est la première fois qu'on utilise une force autre que l'homme pour pouvoir réaliser des tâches. Okay, donc, c'est la mécanisation. Donc, là, on est au XVIIIe siècle, à la fin. Et puis, la deuxième révolution industrielle qui arrive, et donc qui est symbolisée par la ligne d'assemblage, hein, le Fordisme, et donc le modèle T. Et là, donc, pour la première fois, on est capable de faire travailler la machine et l'homme et de bien organiser leur collaboration. Okay, donc, ça se voit bien sur la ligne d'assemblage. Troisième révolution industrielle, là on est autour de 1960, 70 par là, et on rentre dans l'automatisation. C'est là que la machine, elle, peut travailler toute seule. Donc elle peut être programmée et réaliser des opérations sur certaines conditions. C'est le what if then, ainsi de suite. Donc on fait cette programmation simple. Et puis tout récemment, okay, donc au XXIe siècle, c'est la quatrième révolution industrielle. Donc cette fameuse machine qui est arrivée au XVIIIe siècle, elle devient intelligente. Okay, donc, on devient intelligent, ça veut dire qu'elle est capable d'utiliser des informations, notamment des données, les analyser, okay, et donc, en utilisant des approches d'intelligence artificielle, devenir un système cyberphysique avec un certain niveau d'autonomie. Okay. Donc, voilà un peu l'histoire, le 4 qui va donc être associé à l'industrie 4.0 et qui est également appelé dans certaines parties du monde, notamment en France, l'industrie du futur. On a échangé un peu avec Amal dans la préparation de ce webinaire. Il m'a suggéré donc de poser des questions. Donc là, on n'a pas l'outil qu'il faut pour y répondre. Simplement, ce que je voulais, un peu pour engager cet échange avec vous, c'est essayer de parcourir, d'avoir votre sentiment, okay, correspondant à ces trois questions plutôt. La première réponse est est-ce que vous, dans votre entreprise, okay, donc c'est vrai ou faux, hein, dans votre entreprise, l'industrie 4.0 est en cours de déploiement, vrai ou faux?
Donc, j'aimerais savoir. Donc là, je pense que ce qu'il faudrait utiliser, c'est le chat pour échanger là-dessus. Deuxième point, est-ce que mon entreprise est impactée ou va être impactée par les crises actuelles? C'est vrai ou c'est faux? Troisième question fermée, l'industrie 4.0 est la meilleure réponse industrielle à ces crises. Donc on va voir un peu comment cela arrive. En attendant, ce que je vous propose, c'est, pendant que vous travaillez vous nous répondez dans le chat, c'est donc de reprendre l'industrie 4.0 dans le contexte actuel. Okay? La question de l'urgence et de l'opportunité. Donc, pour engager ce sujet, je repars d'un point qui a été effleuré tout à l'heure par Kamal. Donc, on a eu des crises récemment. Okay? Donc, j'ai pris le cas de la Covid. Et donc, la Covid a entraîné très clairement, comme on peut le voir ici, des pénuries de matières premières. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un impact au niveau des entreprises, soit parce qu'on n'y arrivait pas, et soit parce que les clients, les fournisseurs, qui étaient pour la plupart dans des contrées éloignées comme la Chine, n'étaient pas capables de fournir parce que, on le voit actuellement, hein, les opérateurs étaient en lockdown et ne pouvaient pas faire fonctionner l'usine. Donc, il y a un sondage qui a été fait récemment qui a été fait l'année dernière par Accenture, et pour voir un peu l'impact de cette crise sur l'industrie. Et donc, il y a clairement 94% des entreprises de Fortune 1000 qui disent, OK, on a constaté une perturbation sur notre chaîne d'approvisionnement, sur notre supply chain. Et donc, au final, 75% des entreprises qui disent, OK, on ressent un impact négatif, et 55% ont dû prévoir de revoir à la baisse leurs prévisions. Okay? Donc là, clairement, on a eu cet effet Covid qui a eu un impact sur l'entreprise. Et puis derrière, ils étaient à peine en train de sortir de cette crise que, patatras, c'est la guerre en Ukraine. Donc on est vraiment dans cet environnement. Je voudrais, en illustrant ce propos, en utilisant toujours la Covid, essayer d'illustrer, de caractériser le type de crise qu'on peut avoir. Okay? Donc là, je m'appuie sur le travail qui a été fait, par un observateur, Bruce Feiler, un Américain qui observe un peu les transformations dans le monde. Et donc, ce que dit ce monsieur, c'est de dire les transformations peuvent caractériser de deux manières, du point de vue individuel ou collectif, ou volontaire et involontaire. Okay? Donc, on va prendre quelques exemples. La Covid, par exemple, c'est un aléa qui a impacté tout le monde, et c'était involontaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces transformations, ces aléas involontaires peuvent également se propager. Okay? Donc la Covid a entraîné naturellement des réglementations qui sont liées à la transition écologique, et donc qui ont été décidées de manière volontaire par toute la communauté, hein, ça va être au niveau des pays, au niveau des nations, des régions, et donc qui ont eu un impact sur le business. Et de l'autre côté, la Covid aussi, parce que ça a créé des situations très compliquées dans certaines entreprises, ont pu entraîner la perte de clients importants. Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, visiblement, sur ces 4 cas, okay, on a 3 cas qui sont où l'entreprise se voit imposer et impactée par des aléas de manière incontrôlable. Okay. Et donc, on voit ces aléas qui vont être multiformes, qui vont être exponentiels et qui nous impactent de manière incontrôlable. Et derrière, une notion de forte incertitude. Et la question, c'est que faire dans ce cas? Donc là jusqu'à présent, je vous ai présenté un peu quelque chose un peu de dystopique, une situation un peu dystopique, des aléas qui arrivent, que vous ne maîtrisez pas, qui impactent les entreprises. Eh bien, la première bonne nouvelle, parce que je veux quand même y arriver aux bonnes nouvelles, c'est que ces aléas sont très souvent gouvernés par ce qu'on appelle les mégatrends, donc les grandes tendances. Okay? Donc là, j'ai pris un document de BPI France où on reprend des grandes tendances. Vous pouvez en trouver. Bon, le but n'est pas de les lire, hein, c'est plutôt écrit très petit. Vous pouvez en trouver partout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces mégatrends vont vous permettre justement de filtrer les aléas qui arrivent, parce qu'elles gouvernent les aléas qui arrivent.
Et en réalité, les mégatrends montrent que ces aléas ou ces problèmes sont relativement stables, les mégatrends sont relativement stables, et les crises qui arrivent ne font qu'accélérer le processus. Donc, on a vu avec la COVID comment le processus a été accéléré, la digitalisation, ou bien ça accélère simplement. Et le besoin dans tout ce qui est transformation écologique a été accéléré également. Et puis, donc, du coup, si vous êtes capable de vous accrocher, de récupérer, d'utiliser le filtre des mégatrends, vous serez, du coup, en mesure de faire baisser le niveau d'incertitude. Là, je reprends, par exemple, tout ce qui se passe actuellement, la COVID, la transformation en cours également dans le secteur de l'automobile. Tous ces deux phénomènes obéissent, je dirais, à la mégatrend de contraintes sur les ressources. Donc, là, première chose, vous avez ces mégatrends, utilisez-les dans vos réflexions stratégiques, dans vos réflexions de transformation. Ça vous permet déjà d'essayer de stabiliser et de filtrer les aléas. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que justement ces aléas sont de nature à repatcher les cartes, et créent du coup des opportunités. Là, je vais citer Thomas Friedman, qui est un des éditorialistes du New York Times, donc un grand observateur des changements dans le monde, qui dit dans un monde plat, il dit tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut se faire se fera. Après, la question, c'est de savoir si ce sera fait par vous ou pour vous. Donc ça, il y a une notion de rebattre les cartes. Reprenons l'exemple de la COVID. Ce qui s'est passé, là, je vous montre un tableau, une courbe que j'ai récupérée de Statistica. Ici, on est capable de voir l'indice, donc comment a évolué le coût du transport des conteneurs dans le monde de manière générale. On voit qu'au début de la crise, on est autour de 1000, et là, vers la fin, c'est multiplié par 4, par 5. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'est que les gens, et j'ai des clients pour lesquels, parce que là, c'est un chiffre global, ils ont vu le chiffre, le coût de transport, ils achetaient des machines en Chine, multiplié par 10. Il se trouve que c'est un client qui a des coûts de transport d'1 million pour une machine, et voilà, on est passé à 10 millions. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à réfléchir et on reparle réindustrialisation. On en parlait tout à l'heure. Et quand on a interviewé les entreprises, McKinsey a fait une étude, il y a 90% d'entreprises qui disaient, OK, nous, on cherche à régionaliser. Parce que l'équation d'avant, où on disait, OK, on source partout de manière globale, ne fonctionne plus. Ça coûte très cher de faire venir des produits qui vont traverser le monde. Et quand les entreprises décident de régionaliser, vous êtes une PME, c'est une grosse opportunité pour vous du coup, parce que la grosse entreprise ne va plus aller se sourcer en Chine, mais va se sourcer localement. Et du coup, c'est aussi bon pour l'environnement. Donc là, si on avait continué, on continue toujours dans la situation d'avant, on n'aurait pas eu cette ouverture, cette opportunité pour la PME. Donc du coup, ces aléas, il faut le voir également comme étant une situation qui rebat les cartes, qui pour une PME qui est extrêmement agile comparé à une grosse entreprise, redonne des possibilités, lui donne la possibilité de repartir sur de nouvelles bases, de proposer des produits sur place et donc d'avoir du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Et donc là, on va passer à la troisième bonne nouvelle. Eh bien, la troisième bonne nouvelle, tu en parlais tout à l'heure, Kamal, c'est simplement que l'industrie 4.0 va être l'outil technologique qui va permettre aux entreprises de transformer leur proposition de valeur et de manière à avoir des opérations plus résilientes, plus efficientes, mais aussi de pouvoir faire évoluer leur offre de manière à réussir dans un monde où il y a des aléas exponentiels. Et donc, j'ai mis le titre « It's the technology stupid », tout simplement pour les moins jeunes d'entre nous. Ça fait référence à un slogan de la campagne de Clinton, où l'un de ses stratèges disait « OK, cette campagne, cette élection présidentielle, ça va se gagner sur l'économie ». Et donc, il s'appelle James Carville. OK, it's the economy stupid.
le facteur X, c'était l'économie, et donc j'ai réutilisé un peu le même schéma pour dire, OK, le facteur X aujourd'hui, c'est la technologie. Donc voilà, si on se résumait un peu, OK, je commençais un peu par la dystopie en disant, OK, on est dans un monde où les entreprises subissent des impacts, OK, ça va être des impacts, on a pris l'exemple de la Covid, on a effleuré l'idée de la guerre en Ukraine, et donc on a vu également que ces impacts pouvaient être incontrôlables, et de cette manière pouvaient être involontaires, et donc heureusement, il y a les bonnes nouvelles. Vous avez les mégatrends qui vont permettre effectivement de filtrer la volatilité qui vous semble apparaître de ces aléas. Et puis, il y a aussi la dimension opportunité, okay, qui rebat les cartes et qui vous permet de produire localement. Et dernier point, c'est une arme fatale, une super arme, c'est l'industrie 4.0, qui est celle de la technologie. Donc, voilà, en fait, sur cette première partie, je voulais simplement discuter avec vous de la nécessité de l'urgence, mais également de l'opportunité. Alors, je ne sais pas comment on se présente. Je peux également passer à la deuxième partie, qui est celle de notre bilan de déploiement de l'industrie 4.0, donc le bilan de diligence, okay, vous dire un peu ce qu'on voit depuis qu'on accompagne les entreprises dans leur transformation. Je ne sais pas si on est dans le bon timing, Kamal, tu me dis, si je continue avec cette partie ou si je saute. C'est bon, Alain, c'est OK. bon, merci. Très bien. Donc nous, chez Diligence, on a développé un outil qui permet, et j'en parlerai tout à l'heure, de faire une évaluation de maturité des entreprises. Okay, donc on réutilise une méthode inspirée sur une démarche allemande qui permet éventuellement d'évaluer les entreprises sur plusieurs critères. Okay, donc ça, c'est un critère général. Donc on va regarder un peu la stratégie et l'organisation de l'entreprise, l'usine intelligente, les opérations intelligentes, les produits intelligents, les services basés sur les données et la dimension employée. D'accord ? Donc, on en a fait quelques-uns et donc là, j'ai pris une moyenne pour vous donner une petite idée de où on en est. La première chose, on va commencer par les points positifs. Ce qui est positif, c'est qu'en général, voilà, on va casser, ce serait sur une échelle de 0 à 5. Hein. On va voir que la dimension employée est plutôt bien. Okay, donc, les gens ont une sensibilité employée. Il y a une prise de conscience en général. Hein, donc, on voit que le niveau stratégie organisation est parmi les meilleurs. Et puis derrière aussi un peu de digitalisation qui a été lancée dans les opérations. Les ERP sont installés, ainsi de suite. Bon là, le petit bémol, c'est quand même que là, on est sur une échelle de 0 à 5 et le maximum est plutôt vers 2,5, c'est-à-dire le milieu. Ça veut dire qu'il reste encore une marge de progrès. Alors, de côté négatif, c'est quoi? On constate qu'il y a deux piliers de l'industrie 4.0 qui sont en retard. Le premier pilier, ça va être ce qu'on appelle l'usine intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je récupère des données dans mon usine, je suis capable de les injecter dans un système, analyser pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc là, on voit effectivement qu'il y a un retard. C'est plus un retard dans comment j'utilise mes données, parce que les données existent aujourd'hui. C'est pas ce qui manque dans les usines. Deuxième constat, la partie service basée sur les données est à 0. Okay, c'est vraiment à 0 jusqu'à présent. Je travaille les PME, on est toujours à 0. Je n'ai pas encore vu une PME qui ne soit pas encore à 0. Et la difficulté vient du fait que de pouvoir récupérer les données du client. C'est-à-dire que là, on est un peu dans le cas de l'usine intelligente où on dit, OK, on a des données, mais on ne sait pas quoi en faire. Ici, on n'a même pas de données. Okay, donc, du coup, on n'est pas capable de faire évoluer, de faire transformer sa proposition de valeur telle que le voudrait une transformation industrie 4.0 authentique. Donc ça, c'est le premier constat au travers de ces 6 paramètres. Ce qu'on constate aussi, c'est un sujet de conduite de changement. Okay, ce n'est pas parce que c'est la technologie, parce que c'est beau, parce que c'est nouveau, que youpi, tout va bien se passer. D'accord ? Et donc, je le résume en 3 points. Premier point, ce qu'il faudrait, c'est vraiment être sur une approche d'innovation, je dirais, conservatrice. Ça peut sembler être un oxymore, mais l'idée ici, c'est quoi? C'est simplement dire, vous avez devant vous une foultitude d'outils que vous pouvez déjà utiliser. Donc, bien évidemment, ce que j'appelais l'industrie 2.0, c'est l'excellence opérationnelle. Les outils, tout ce qui est lié à l'automatisation, donc 3.0, que ce soit l'automatisation physique, c'est-à-dire des robots,
automatisation digitale, c'est-à-dire RPA, Robotic Process Automation, ou alors tout simplement ce que j'appelais Smart Factory, c'est-à-dire que même si vous voulez aller jouer avec des données, récupérer les données et les analyser pour déjà avoir une première compréhension de ce qui se passe. Le deuxième point d'attention que je voudrais avoir ici, c'est un peu l'attraction de l'IA. Tout le monde dit oui, je fais l'intelligence artificielle, on entend parler partout. En réalité, je vais vous dire un secret, beaucoup d'entreprises n'en ont pas besoin. Elles ne sont pas au stade où vous en avez besoin. Mais si par hasard, vous constatez que vous avez besoin de l'IA, utilisez les solutions sur étagère ou bien faites-vous accompagner dans le cadre d'une prestation bien limitée dans le temps. Et sur ce, je vous conseille d'utiliser le principe de Warren Buffett qui dit « je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas ». Troisième point d'attention, c'est l'homme. Donc l'industrie 4.0, ça doit se construire autour de l'homme. C'est une démarche dont l'homme est au cœur et pas contre l'homme. Pas l'idée de dire ben, on va mettre des robots, on va mettre des machines et puis on va sortir l'homme. Non. Et du coup, je vous propose une réinterprétation de l'IA qui serait plutôt l'intelligence augmentée. Donc on va venir proposer des outils, que ce soit des outils physiques, que ce soit des outils digitaux ou cyberphysiques qui vont venir aider l'homme. Et du coup, le dernier point que je souhaite mentionner, c'est de dire, ben, vous n'avez pas en premier lieu besoin d'un expert IA. Okay? Vous avez d'abord besoin de quelqu'un qui va être responsable de l'industrie 4.0, qui va commencer à faire un peu de benchmark, qui connaît bien le métier, qui connaît le client. Et vous pouvez, si vous n'avez pas de ressources, commencer par désigner quelqu'un qui est le responsable de l'amélioration continue. Et dire, OK, très bien, à partir d'aujourd'hui, toi, tu es la personne qui va s'occuper de nous montrer la voie en termes d'industrie 4.0. Donc voilà, si je voulais faire la synthèse, parce que j'essaie d'aller vite là-dessus. Ce qu'on voit, c'est 3 enjeux. Donc je vous remets les 3 enjeux qu'on a vus. Premier enjeu, c'est, vous vous souvenez de l'évaluation de maturité, des niveaux qu'on a vus. Donc le premier enjeu, c'est celui de Smart Factory, c'est-à-dire l'utilisation des données dans les usines pour mieux comprendre, visualiser et prendre des décisions, que ce soit des décisions de conception ou d'amélioration de l'outil de production. Dans ce cas, comme je vous l'ai dit, il y a les données sont là, mais les outils qui vous permettent de le faire ne sont pas toujours présents plutôt. Deuxième point, c'est l'absence de services basés sur les données. Donc là, également, un problème plus crucial qui est celui des données. Et troisième point où il faut faire attention, donc ça c'est le bilan d'étape, c'est la conduite de changement. En un point, il faut mettre l'homme au milieu de cette réflexion. Il faut adresser le sujet, il faut être dans le fait d'aider de l'homme, il faut être dans le fait aussi de lui faire comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on transforme, pourquoi on se met en route pour faire l'industrie 4.0, parce que ça crée du stress, les gens s'interrogent sur ce qu'ils vont devenir, sur ce qu'ils vont pouvoir faire demain, est-ce qu'ils vont être remplacés par les robots, par des machines, et ainsi de suite. Ce sont des points légitimes à adresser. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On peut proposer trois actions concrètes à mettre en œuvre très rapidement. Sur le premier point qui est celui de la Smart Factory, c'est vraiment accélérer l'industrialisation, donc grosso modo, mettre en place, j'ai dit le Lean, l'automatisation virtuelle, donc RPA, et aussi, si c'est possible, je vous montrerai un exemple tout à l'heure qui est développé par Diligence. Essayez déjà de commencer à utiliser les données que vous avez en présence dans votre usine pour visualiser ce qui se passe. On n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, je vous le dis. Analysez et optimisez votre outil de production. On n'est pas obligé d'aller dans l'intelligence artificielle à ce stade. Deuxième action sur la valeur pour le client. L'idée ici, c'est de se dire, on va aller chercher des données, on essaie de chercher comme on peut, des données sur le client et on utilise ces données pour déjà essayer de créer, de faire des corrélations, des régressions pour comprendre un peu ce qui se passe chez le client. Parce que l'idée, une fois de plus, c'est de dire, je dois être capable de comprendre le client mieux que lui-même. Je dois atteindre ce qu'on appelle le Customer Intimacy, que j'ai traduit ici en français en termes d'intimité client. Et les données, en fait, sont un moyen pour y arriver. Et donc, l'une des actions pour le mettre en place, c'est tout simplement commencer par installer un CRM qui va permettre de collecter les données sur le client et faire des premières analyses pour comprendre comment ça se passe. Troisième action, comme vous proposez, pour mettre l'homme au cœur de la démarche, c'est la formation et la conduite de changement. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, un responsable industrie 4.0 qui commence à faire un petit benchmark, qui commence à identifier des best practices, qui échange avec vos équipes.
Mais quel que soit ce que vous êtes en train de faire, dans ce monde VUCA, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut plus jouer au dé. En fait, le monde est complexe, le monde change, les outils se complexifient. Et donc, il faut être capable de bien comprendre pour prendre les meilleures décisions. Et les données sont là, justement, pour vous aider à y arriver. Donc là, c'était le troisième point, en fait, sur le bilan d'étape que je vous souhaitais partager avec vous. Maintenant, en quelques slides, je vais vous donner un peu notre expérience de comment faire pour accélérer votre transformation industrie 4.0. Donc, on a travaillé chez Diligence pour, grosso modo, simplifier et avoir une approche pour les PME. Donc, cette approche, aujourd'hui, on l'a structurée en 3 étapes. Donc, c'est qu'est-ce que je fais en 1, en 2, en 3. Donc, la première étape, c'est grosso modo de dire, OK, bon, on va commencer par une évaluation de la maturité, savoir où j'en suis, comment je me positionne par rapport aux entreprises qui sont équivalentes, qui sont similaires, où est-ce que j'en suis en termes de l'excellence opérationnelle, parce que c'est quand même des prérequis pour le mettre en œuvre. Donc, ça, c'est l'étape un peu où on s'évalue, où est-ce que j'en suis. Puis, deuxième étape, c'est bâtir des fondations. Là, il s'agit de construire une roadmap, de voir si est-ce qu'on a les bonnes ressources, est-ce qu'on a les bonnes compétences, tout ce qui est organisation du pilotage de la démarche. Donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est là, on commence à mettre en place des solutions. On les met, on change d'état d'esprit, on fait des MVP, Minimum Viable Product, qu'on met en place. On les teste, quand ça marche, on déploie. On commence par les approches qui ont un ROI très faible. D'accord ? Donc, voilà un peu les 3 étapes qu'on peut mettre en œuvre. Pour ceux qui sont des experts de la conduite du changement, vous pouvez y revoir, parce qu'on les a mis en place comme ça, de manière, je dirais, basée sur notre expérience. Vous pouvez revoir des éléments de John Kotter dans ce qu'il explique s'agissant de la conduite du changement. Donc, je vais essayer d'illustrer chacune de ces parties très, très rapidement. Donc, ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est de dire, pour l'évaluation de maturité, je vous en ai parlé, chez Diligence, par exemple, on a créé cet outil digital qui permet de faire une évaluation de maturité en 2 heures, un premier niveau. Hein. Je ne dis pas qu'il faut s'arrêter à cela, mais ça vous permet déjà, avec cet outil qui peut être fait, qui peut être déployé à distance, un ordinateur comme on est en train de le faire, hein, qui est partagé avec le client, son équipe, l'équipe de manager avec ces N-1 autour. Donc, on répond aux questions, on pose une trentaine de questions, on y répond, et à la fin, on a une petite idée déjà de ce qui se passe dans l'usine. Je conseille toujours de compléter cela avec un travail sur le terrain. Donc, voilà déjà une petite démarche qui peut être faite. Deuxième point, exemple sur le fait de bâtir des fondations. Bâtir des fondations, une fois de plus, je dis, essayons, il y a toujours un écart. L'homme reste dans l'équation. Donc, je vous l'ai dit, hein, je prends ici quelques exemples. Hein. Depuis 10 ans, on parle de voitures autonomes. Voici 10 ans, on est encore très loin. Donc, ce n'est pas demain qu'on va remplacer l'homme en tant que chauffeur d'une voiture. On peut toujours. Par contre, toutes les approches ADAS, c'est-à-dire d'assistance à la conduite du changement, ont leur sens. Et ça, c'est cette approche-là qui est la plus gagnante aujourd'hui. Donc, j'ai également pris le cas d'Amazon quand on parle d'Amazon, on voit tout de suite technologie, des robots. Mais je peux vous dire que les meilleurs robots chez Amazon, ce sont les hommes. Et preuve, quand il y a eu la crise, en 10 mois, ils ont recruté 600 000 personnes. C'est bien parce qu'ils avaient besoin de ces hommes. Et puis, ces études qui ont été faites qui montrent que malgré tout, avec le changement, on va avoir de nouveaux emplois qui vont être créés. Au final, ce qui est important, c'est de réfléchir en termes d'action de upskilling, de reskilling. Donc là, je peux prendre l'exemple de Volkswagen qui, en 5 ans, a transformé complètement la structure ou les compétences internes. Donc, ils sont devenus la deuxième entreprise d'IT en Allemagne, après SAP. Donc, transformer, repenser et aussi réfléchir sur les actions de conduite de changement, comme j'ai dit tout à l'heure, adresser les interrogations des équipes, pourquoi, quand, où, comment, qu'est-ce qui va m'arriver avec la transformation et tout ce qui est Industrie 4.0. Donc, ça, ce sont des questions, des points de stress qu'il faut adresser. Et le dernier point que je voulais mentionner ici, c'est aussi la transformation culturelle. C'est-à-dire qu'il faut partir vers quitter une approche culturelle qui est un peu plus conservatrice, où on ne joue que les coups sûrs, vers un état d'esprit
où on teste des choses. On se dit, OK, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, on peut se louper, mais l'important, c'est de tester et finalement d'apprendre, même si ça ne marche pas. Et en plus, c'est les populations qui arrivent, les populations des techs sont plutôt natives, donc il faut s'adapter à ces nouveaux jeunes qui arrivent et qui eux, vont conduire le changement dans votre entreprise. Et un peu dans cet esprit, du coup, exactement, parce que nous, on vit l'industrie 4.0 et on accompagne les entreprises. Donc, on a créé, PFI4, je vous le disais tout à l'heure, c'est associé avec Centrale Supélec pour développer une formation qui s'appelle Masterclass Industrie 4.0, donc tu vas aller chercher. Et l'idée étant ainsi de mettre en place, de faire intervenir sur 12 modules des experts qui ont mis en œuvre l'Industrie 4.0 dans les industries en France. Et donc, cette formation est destinée aux managers qui vont venir, qui vont en première main avoir accès à l'expérience de ces personnes et donc de pouvoir se sortir du stress de la question par où je commence. Okay? Donc là, c'est le deuxième exemple pour l'étape. Maintenant, si on parle toujours sur le bâti des fondations, on a également chez Diligence développé une méthode très simple qui va permettre à une PME très rapidement de pouvoir avoir une version 0 de sa roadmap. Okay? Donc, on part également de Megatrend, comme vous l'avez vu. On utilise un outil très connu et très puissant qui est le Business Model Canvas, qui va nous permettre de nous interroger sur notre proposition de valeur actuelle avec toutes ces dimensions, de s'interroger sur ce que deviendra notre proposition de valeur avec la prise en compte des mégatrends, et donc derrière d'identifier des actions à mettre en œuvre, okay, qui sont là, et puis symétriquement de faire une réflexion aussi plus terrain, qui essaie de dire, OK, on fait une VSM, okay, à cette VSM-là, on applique, on s'interroge sur l'existence des technologies matures. Ici, j'ai pris un exemple de boussole qui vient d'Accenture, vous en avez plein, et qui vont me permettre, moi, de venir ici résoudre un certain nombre de challenges qui existent dans mon usine. Et là également, je génère des actions à mettre en œuvre. Et puis à la fin, j'ai une carte de transformation qui n'est pas parfaite, mais qui est déjà une première version et qui est largement actionnable dans les PME. Et donc, après, sur le troisième point, je voulais juste partager avec vous aussi, je parle depuis un certain temps de Smart Factory et d'utiliser ces données pour injecter dans un système. Ici, c'est un extrait d'un des outils que développe Diligence. Donc ici, on a dans le cas d'une usine, bon, on va dire que c'est une usine d'automobile d'un client, donc on l'a simplifié. Donc les flux sont simples, là ce sont des îlots, ici ce sont des zones de stock, des îlots. Donc là, par exemple, il y a un assemblage sur 3 flux. Donc là, on est en train de construire l'usine avec l'outil. Donc vous voyez, l'usine est très lean, hein, il y a très peu de stock. Et donc dans les ronds, c'est le nombre de places, hein, il n'y a qu'une seule place là. Donc c'est très lean, donc c'est un de nos clients plutôt lean. Et donc, à l'intérieur, c'est le taux de production horaire. Donc, l'idée ici, il est à 50 véhicules heure, 50 pièces par heure. Il veut augmenter de 10%. D'accord? Donc là, on fait le modèle, on lance un algorithme qui va aller derrière. Okay? Donc, on le règle à 50, 10% en plus, 55 plutôt. Là, on peut le voir là. Dans l'idée, on le lance et qui va aller derrière, tester toutes les configurations, se poser la question sur l'augmentation des tailles des stocks, sur l'augmentation de la fiabilité, sur l'amélioration de la maintenabilité. Et puis, dans ce cas, par exemple, notre client, il avait dit, OK, je ne veux pas toucher aux machines, je veux juste que vous me regardiez si j'ai des bons stocks. Parce que pour toucher aux machines aurait été très coûteux. Et donc là, l'idée, c'est de les revoir. Donc, on a revu les stocks. Donc là, on vous remet la valeur idéale qu'il faut mettre en place pour pouvoir augmenter la production de 10%. D'accord? Donc là, bon, il faut les arrondir, ces valeurs. Mais l'idée ici, c'est juste de vous présenter un outil qui vous permet de récupérer vos données, d'injecter dans votre système et de pouvoir prendre des décisions. Ces outils, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est simplement des outils d'analyse poussée. Alors, donc, si on faisait une petite synthèse, donc je vous l'ai dit, démarche très simple pour les PME, okay, pour que les PME puissent se transformer, avec 3 étapes. Okay. Donc, j'ai donné des exemples ici. Et donc, on les a vus, c'est concret, ça fonctionne et ça marche. Maintenant, je vous propose de conclure cette partie, cet échange. Et donc, juste en rappelant
les points importants qu'on a vus. Hein. Donc, premier point important, l'urgence et l'opportunité, les deux vont ensemble, mais ne pas oublier les mégatrends, parce que ça vous permet de sortir de la volatilité qui vous paraît ambiante. Deuxième point, l'urgence aussi, c'est de l'opportunité. Okay, et ça vous permet d'aller chercher, de revoir votre modèle d'affaires. Et dans le cas, par exemple, de la guerre, la Covid, et d'avoir de nouvelles opportunités localement. Le biais de l'action, l'idée ici, c'est de dire, ne cherchez pas la perfection, commencez quelque chose et puis améliorer au fur et à mesure. L'approche business model, la transformation industrie 4.0 doit se faire au travers du modèle d'affaires. Ce n'est pas simplement mettre des robots, il faut avoir une réflexion globale. Okay. Les données, ça c'est important parce que c'est ce qui vous permet effectivement de mieux comprendre ce qui se passe, soit dans vos opérations, soit chez vos clients, donc de revoir votre proposition de valeur. L'homme au centre, une fois de plus, Industrie 4.0, l'idée n'est pas de remplacer l'homme, de l'accompagner et de l'augmenter. Puis dernier point important, c'est, je pense qu'en France, comme ailleurs, au Maroc, partout, les pouvoirs publics mettent en place de l'accompagnement, que ce soit du financement, et même de l'accompagnement en termes de conseils qu'ils préfinancent pour pouvoir permettre aux PME de se transformer. J'espère que je n'ai pas été trop long, Kamal. Merci. Non, merci Alain pour cette présentation qui est claire, limpide. Merci et bravo. On va revenir auprès de toi, Alain, juste après l'intervention de Larachida. Larachida, tu es avec moi? Oui, je suis avec vous. Bonjour Larachida, bonjour. Bonjour. Tu n'es pas à présenter. Tu es une femme terrain, tabarakallah alik. Tu es une globe-trotteur avec tes équipes. Tu connais le pouls. Quelqu'un qui disait dans une célèbre phrase, il y a une différence entre la température affichée et la température ressentie. C'est-à-dire que les PME ont ces besoins. Tu les accompagnes depuis plus de 10 ans. J'ai eu le plaisir de t'avoir eu dans un webinaire sur le Lean il y a ça 3 ans. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé sur le Covid, avec tout ce qui s'est dit, Larachida, c'est qu'on a besoin d'urgence de transformer notre tissu industriel, de le rendre plus résilient, à même capable d'absorber les chocs, d'avoir des chaînes de valeur plus puissantes, d'aller sur l'export. Tout ça, ça se travaille. Je sais qu'au niveau du ministère, beaucoup de choses se préparent, avec toi, avec Maroc PME, au niveau du ministère. Quelles sont les actions qui sont attendues par Inma et quelles sont les prochaines étapes pour ces PME? Comme disait Alain, aujourd'hui, c'est un langage terre à terre. Ça veut dire qu'il y a des attentes, on a des entreprises, on a besoin d'un environnement, d'un cadre incitatif, d'un écosystème et tout ça. Et je te cède volontiers la parole, Larachida. Merci. Merci, c'est Kamel. Merci, Monsieur Alain, pour la présentation et le partage très constructif. Ravi d'être parmi vous dans ce webinaire qui traite le sujet très passionnant de l'industrie du futur. Il y a beaucoup de définitions de l'industrie du futur, ou de l'industrie 4.0, les usines intelligentes, les usines connectées, mais tous basés sur le rapprochement des usines avec le monde de l'Internet. Mais ces définitions ont un point commun qui est la transformation digitale. Et ce, pour utiliser les nouvelles technologies pour capter un potentiel d'amélioration, de gains de productivité, de qualité, de coût et surtout d'agilité par rapport à l'urgence aujourd'hui, par rapport aux aléas, aux crises actuelles. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous un projet de transformation INMA 4.0. Ceux qui ne connaissent pas INMA, c'est une usine modèle qui est initiée par le ministère de l'Industrie, Maroc PME, les institutions dans le tour de table, qui est dédiée à la transformation opérationnelle Lean auprès des entreprises industrielles marocaines. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 650 entreprises dans la démarche Lean, dans les fondamentaux, les standardisations, la gestion de performance. Excusez-moi, Larachida, je pense qu'il y a Ange au niveau de la présentation de Madame Maliki. Elle est sur l'écran parce que oui. Je pense qu'il y a une inversion. Tu peux voir, Ange? Ouais, alors
Moi, je suis dessus. Alors, est-ce que vous voyez, moi, je vois la présentation. Alors, est-ce que vous pouvez la Voilà. mettre éventuellement en plein écran, Rachida? Plein écran, voilà. D'accord. Voilà. OK. Est-ce que c'est bon maintenant? Ouais. Moi, de mon côté, Pour que les uns et les autres puissent la visualiser. alors, tu la vois, Kamal? Parce que nous, on la voit de notre côté. C'est bon, c'est bon, c'est bon, Très bien, parfait, merci. c'est bon. Donc, dans ce contexte, je partage avec vous le projet INMA 4.0 qui vise à contribuer avec les partenaires institutionnels et technologiques à partager et la dissémination et la culture des technologies 4.0 et les disséminer dans les entreprises industrielles. Donc, je parlais d'INMA, donc nous avons un retour d'expérience sur les 650 entreprises. Nous avons déjà la plateforme d'usine modèle Lean qui existe avec un atelier de production et d'assemblage pour la mise en pratique des théories du Lean. Et l'objectif, justement, c'est de faire évoluer cette usine vers une usine 4.0 où il y a les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle ou de l'IoT, de la standardisation des modes opératoires, des surveillances des actifs en permanence, de la maintenance prédictive, donc tout ce qui est l'utilisation des nouvelles technologies pour capter le potentiel d'amélioration de la productivité et du flux. Donc, cette usine Lean 4.0 sera destinée justement à former les entreprises, les responsables d'entreprises aux briques technologiques de l'industrie 4.0 à travers l'usage des technologies de gestion de performance digitalisée, maintenance prédictive et autres. Donc, le contexte marocain, donc plusieurs PME industrielles connaissent un manque de compétitivité, notamment lié à un déficit d'innovation dans le contexte concurrentiel actuel. Et donc, la PME marocaine doit prendre le virage et capter ce potentiel avec l'usage des nouvelles technologies qui permettraient de faire face à ces défis et réduire les coûts, le coût de production, la productivité et améliorer l'agilité et l'efficacité de l'entreprise. Nous considérons que la mise en place d'une usine école modèle permettrait de former ces PME sur ces nouvelles technologies en capitalisant sur le succès d'INMA dans l'accompagnement dans le Lean. Donc, l'objectif de ce projet est de transformer déjà l'usine modèle en Smart Factory et afin de diffuser les meilleures pratiques et d'être un showroom pour les technologies et de proposer un programme d'accompagnement à la transformation digitale des PME, des TPE à travers un programme tel qu'il a expliqué M. Alain avec les prix de maturité, la définition et le choix des technologies, l'accompagnement à la mise en œuvre à travers bien sûr des partenaires technologiques. Donc, parlons de compétitivité donc, des entreprises marocaines. Il y a un potentiel de réduction de coûts sur le marché national qui est non adapté par rapport aux produits importés. Nous avons une prédominance d'unités de production traditionnelles, semi-automatiques, et nous avons un faible développement de compétences en R&D. Les technologies 4.0, ils permettent justement de faire face aux défis de ces PME avec la réduction de coûts, avec des processus optimisés grâce aux technologies 4.0, notamment via l'utilisation des modèles prédictifs de maintenance qui permettraient de réduire les downtime, des services, des process de standards mode opératoire intelligents, permet aussi d'améliorer l'efficacité et l'innovation et optimiser efficacement l'outil de production et permet aussi d'améliorer la qualité en utilisant les technologies 4.0. Ça permet de prédire et de détecter les défauts de qualité en identifiant les causes mécaniques, environnement et autres. Donc, il y a une grande opportunité de création de valeur à travers l'industrie 4.0. Et sur beaucoup d'enquêtes, il y a un potentiel de gain de 15% de réduction de coûts, de 25% d'efficacité et de 60% d'amélioration de la qualité. Excusez-moi, je me permets juste de vous couper. Il y a la barre devant l'écran
il y a marqué donc masquer notamment. Vous pouvez juste appuyer sur masquer afin que les membres. Voilà, exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, l'usine que nous souhaitons mettre en place, il y a déjà des retours d'expérience ou des benchmarks. C'est le DCC, le Digital Capability Center de Singapour. C'est un exemple de centre de transformation digitale pour les PME basé sur les technologies 4.0. C'est un showroom de l'usine future avec des lignes de production opérationnelles basées sur le 4.0 et c'est un centre de transformation digitale 4.0. Et c'est un banc de test aussi pour le pilotage des technologies au sein de ce centre. L'objectif de DCC est d'adopter les technologies pour les PME dans toutes les industries et promouvoir les solutions de l'industrie à 4.0. Et nous souhaitons justement faire évoluer INMA à INMA 4.0 à l'image de ce que se fait dans ce DCC Center. La réussite de notre usine repose sur 3 facteurs, en prenant en compte bien sûr la faisabilité sur le marché. Les principes clés, c'est la vocation pédagogique. Donc, l'usine aura pour objectif de former à l'usage de certaines technologies à travers, comme j'ai dit, la gestion de performance digitalisée, la maintenance ou tous les modules lignes digitalisés. Il permettrait aussi aux entreprises de choisir des technologies réplicables dans leur environnement. Et donc, ils vont tester ce qui se passe à INMA et après peut-être répliquer dans leur entreprise. Et pour le faire, ça nécessite justement de nouer de partenariats avec les différents acteurs de l'écosystème institutionnel et technologique. Donc, je partage avec vous quelques cas d'usage de l'industrie 4.0 qui sont en cours d'être intégrés dans la ligne de production INMA. Déjà, on a digitalisé la performance, la gestion de la performance à travers les indicateurs en temps réel, la résolution de problèmes. Nous avons digitalisé quelques standards de poste. Nous avons digitalisé le suivi des actifs en temps réel, le OEE ou le TRS des équipements, et en cours de digitaliser justement quelques actions sur la maintenance. L'objectif justement, c'est permettre aux responsables d'entreprise de voir ce qui se passe à INMA, de visualiser, de tester et d'avoir aussi une idée de ce qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise. Pourquoi on veut le faire à INMA? Parce qu'il a des résultats très positifs sur l'accompagnement et la formation des PME dans le Lean. Et nous considérons que le 4.0, c'est une brique technologique en plus de Lean. Les fondamentaux, c'est le Lean, c'est la flexibilité, l'agilité, la standardisation, dans tout ce qui est amélioration des performances avec l'accélération de flux. Après, on vient pérenniser les gains et encore capter un autre potentiel avec le 4.0. Donc, INMA peut capitaliser sur cette expertise et peut mobiliser aussi son réseau de TPE-PME, aujourd'hui qui sont de plus de 650 entreprises, pour prendre le virage de ce pas vers l'industrie 4.0. Et peut-être INMA serait un pilote et on pourrait avoir d'autres usines 4.0 d'envergure pilotées par le ministère de l'Industrie ou l'ADD, comme le projet Digital Park ou le Smart Factory d'envergure qui sera piloté par l'ADD. Voilà, pour ce projet, ça nécessite de nouer justement des partenariats avec tous les acteurs des différents systèmes, les acteurs institutionnels, pédagogiques, technologiques, et donc on est en cours justement de nouer ces partenariats pour avancer sur ce projet. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Rachida, pour ta présentation. Et maintenant, on va passer à l'échange. Alain, si tu peux activer ta caméra. Oui, exactement, c'est fait. On va passer à l'échange. Moi, il y a des questions qui fusent parce que je vois un petit peu comment les PME, leur mindset. Alain, c'est quoi une transformation réussie? Qu'est-ce qu'il faut de ton retour d'expérience d'accompagnement au niveau des PME? Quelles sont les
les prémices d'une réussite d'une transformation. Est-ce que les transformations se ressemblent ou chaque transformation est unique? Ça veut dire que dans chaque entreprise, on a une équipe projet qui se met en rupture, qui réfléchit. Il y a aussi une problématique de compétences, de formation. Est-ce que, selon toi, au niveau de l'expérience française, dans la plateforme que tu as lancée, Plus Diligence et tout ça, il faut qu'il y ait cet écosystème incubateur, création de start-up et tout ça, pour vraiment que les entreprises soient en immersion, qu'elles sortent, qu'elles voient un petit peu ce qui se passe. Les PME, tu le connais, chez nous aussi, c'est une culture, Alain, sur le data. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de data. Les PME travaillent en silo, souvent, même dans le même secteur. J'ai vu même, j'étais dans une foire internationale, et des entreprises marocaines, quasiment l'une se cache de l'autre, et puis avec des barrières. Bon, les gens n'ont pas l'habitude, peut-être qu'au niveau à l'international, nous aurons peut-être une autre façon de travailler, où les gens, même des concurrents sur des niches similaires, peuvent travailler ensemble. Selon toi, qu'est-ce qu'une transformation réussie? Comment on les s'aimer? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Est-ce qu'une PME, est-ce que il t'est arrivé d'accompagner toute une chaîne de valeur ou un écosystème, par exemple, avec une massification, quelque chose comme ça? Voilà. Alain, la parole est à toi pour... Alain? Alain? Oui, donc, OK. J'étais en Tu as formé. écouté mes questions? Oui, j'ai entendu ta question, tout entendu. Oui, je disais que c'est une très bonne question et je veux répondre en plusieurs points. Le premier constat, c'est que la transformation industrie 4.0 en est à ses débuts. Et donc, très clairement, comme on l'a vu dans le document que j'ai partagé avec vous, aucune PME aujourd'hui n'est vraiment engagée et de manière lointaine dans le processus. Okay? Les grosses transformations dans ce domaine, on les constate plutôt au niveau des grandes entreprises. Je vais citer un exemple, par exemple, Forestia, qui a dépensé aujourd'hui près de 150 à 200 millions pour faire cette transformation, a pu mettre en place véritablement des briques de transformation de l'industrie 4.0. Donc, au niveau des PME, on est encore débutant, première chose. Deuxième point, deuxième élément de réponse, ce qui est intéressant dans une transformation, et là je vais reprendre un peu un adage du Lean, c'est le process. Okay? C'est de suivre le bon process. Et donc, les PME qui suivent le bon process, qui font très bien leur devoir, donc là on a parlé de l'évaluation de maturité pour commencer. Donc effectivement avec cet outil, je dirais, digital, mais surtout également de vérifier, de faire une estimation de où est-ce qu'on en est en termes d'excellence opérationnelle. Parce que si vous rajoutez de la technologie, vous rajoutez de l'industrie 4.0 sur ce que j'appelle clairement, c'est la fameuse règle du bullshit. Hein. Si vous avez des process qui ne sont pas propres, qui ne sont pas travaillés en termes d'excellence opérationnelle de Lean, et donc ce que j'appelle être au niveau du bullshit, si vous s'en rajoutez au niveau de tout ce qui est technologie, vous avez du bullshit au carré. Okay? Donc il est vraiment extrêmement important d'être certain que ces prérequis sont là, okay, pour éviter des échecs. Okay? Donc quand vous avez assis cela, l'étape d'après, ça va être, est-ce que j'ai l'organisation qui va bien? Est-ce que j'ai la gouvernance qui va bien? Est-ce que j'ai quelqu'un qui regarde ça, quelqu'un qui s'en occupe? Est-ce que j'ai les bonnes compétences en termes d'employés? Est-ce que j'ai au moins une vision de où je veux aller? D'où la question de la roadmap. Okay? Donc, ce sont déjà les premières étapes qu'il faut avoir. Donc, si vous n'avez pas ça, vous êtes en train de... je connais beaucoup d'entreprises qui n'arrêtent pas de faire des POC. J'ai dit, mais ça fait 3 ans que vous faites des POC, mais des POC, pourquoi faire? Il faut avoir une vision, il faut que tout ça ait un sens. Et pour donner un sens à tout cela, quand vous avez une roadmap, OK, je veux faire ça, mais pourquoi? Et vous avez bien vu que la roadmap dont je parlais tout à l'heure va aussi venir de votre interrogation, l'interrogation que vous faites sur votre modèle d'affaires, en vous appuyant sur les méga-trends. Okay? Donc là, tout ça, c'est arriver à identifier des projets, identifier une démarche qui fait sens pour vous.
Donc, il va y avoir grosso modo, de manière générique, un processus à suivre. Bien évidemment, chaque entreprise étant unique, il va y avoir des apprentissages uniques et des adaptations faites au niveau de l'entreprise, même localement dans une entreprise, au niveau des usines. Donc, c'est ça, il y a une approche directrice où il ne faut pas essayer de tricher. Puis derrière, il y a aussi ce besoin de s'adapter, de se tromper aussi. Enfin, je parle de cet esprit de tester des choses, parce qu'il n'y a pas une vérité établie de l'industrie 4.0. Et il y a forcément, à un moment donné, une certaine recherche pour aller vers quelque chose qui est meilleur, qui est excellent, où on introduit la technologie. Et puis, autre chose, Alain, une question qui revient souvent, l'industrie 4.0 crée de l'emploi? Parce que souvent, on a cette phrase qui dit que non, la robotisation, elle va détruire des emplois. Est-ce que l'industrie, de ton retour d'expérience, crée de l'emploi, crée des métiers nouveaux, crée des compétences, upgrade un petit peu les compétences des ingénieurs et des cadres et tout ça, ou c'est resté plat? Une deuxième question pour en finir, sur les business models, est-ce que c'est une refonte totale, organisationnelle, une conduite de changement, un nouveau modèle relationnel? Est-ce que tout change ou on le fait par briques? Comme tu sais, quand tu fais une conduite de projet, puis à un certain moment, tu l'as dit tout à l'heure, tu as un projet, puis à un certain moment, tu vas le saucissonner, puis tu regardes des quick wins, tu sais, des bilans d'étape, au moins donner du moral aux troupes pour dire finalement, voilà, on est arrivé à ces KPIs, maintenant on va avancer, mais on ne va pas tout faire, il ne faut pas courir derrière tous les lièvres. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi valable pour cette industrie, pour cette transformation, pardon? Oui, merci Kamal, c'est une très bonne question. Et je veux plutôt commencer par la seconde. En fait, la transformation industrie 4.0, c'est une transformation comme toutes les autres. C'est-à-dire que toutes les règles que tu viens d'énoncer et qu'on peut regarder, c'est pour cela que tout à l'heure j'ai mentionné John Kotter, qui effectivement définit très bien les étapes à suivre pour réussir une transformation. Toutes ces règles s'appliquent. Donc, effectivement, cette notion de quick wins se dit, OK, il faut prioriser. À la fin, on a un cadre de transformation. C'est d'où l'intérêt de la carte de transformation, de dire, OK, on a un tas de projets. Et puis, sur ce tas de projets, par quoi il faut commencer? Il ne faut pas se dire, OK, attendez, vous ne faites rien pendant 5 ans, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, ça ne marche pas. Il faut forcément avoir des premières victoires, montrer que ça change, les célébrer. OK? Puis derrière aussi, avoir cette dynamique où vous arrivez à convaincre les gens sur le terrain, qui sont sur le terrain, que c'est pour leur bien. Et là, du coup, je shift sur ta première question, qui est celle de dire, est-ce que on va avoir des robots, enfin, ça va détruire les emplois? Est-ce que les robots vont remplacer l'homme? C'est une question triviale, mais qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main. Parce qu'il y a véritablement ce stress. Moi, j'ai eu le plaisir d'installer les premiers AGV chez Forestia quand j'y étais. Parce que ma mission chez Forestia, c'était aussi de transformer, et c'est pour ça que j'étais arrivé chez Forestia, transformer l'outil de production. Et quand on a mis les premiers robots dans l'usine, c'était une usine près de Rennes, on a commencé par un seul. Et derrière, c'était de dire, OK, il faut déjà que les gens s'habituent, qu'ils comprennent que ça ne va pas contre l'emploi. Parce que si vous faites l'industrie 4.0 contre l'emploi, avec comme finalité de sortir l'homme, ce sera un échec. Vous allez accompagner l'homme. Cela dit, sur des tâches où on peut avoir un robot qui est plus efficace que l'homme, l'homme n'est pas un robot secondaire. C'est l'inverse. S'il s'agit de prendre une pièce, de mettre à un endroit, prendre une pièce à un endroit A et déposer à un endroit B, le robot il sait faire ça plus que l'homme. Et ça n'a pas de sens de demander à un homme de faire ça pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, 35 ans, toute sa carrière. Eh bien, donc l'idée ici, et le pari va être, et ce n'est pas toujours un pari évident, va être de dire, sur ces tâches qui sont très répétitives, et même aussi des tâches qui peuvent être de plus en plus intelligentes, on le voit avec l'intelligence artificielle, on va plutôt mettre de la machine, on va accompagner l'homme, on va l'augmenter, et comme ça, il va pouvoir se upskiller et se reskiller si nécessaire, de manière à pouvoir gagner en efficience, transformer la proposition de valeur pour changer la top line, hein, c'est le chiffre d'affaires. Quand vous transformez la proposition de valeur, vous créez plus de valeur, vous en donnez une partie à votre client et vous gardez une partie.
Donc, le but de l'exercice, c'est pour ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas raisonner juste efficience, juste efficacité des opérations, mais également regarder la top line, donc regarder la proposition de valeur. Donc, avec cette transformation de la proposition de valeur, vous avez besoin de nouvelles ressources, vous upskillez vos gens qui vont se positionner sur cette nouvelle chaîne de valeur pour fournir une nouvelle proposition de valeur. Et donc, pour finir, le point sur ce qui va se passer au niveau du nouveau modèle. Le nouveau modèle, il est simplement celui que vous allez obtenir en faisant l'exercice que j'ai présenté, c'est-à-dire l'exercice sur les mégatrends et sur les attributs de vos valeurs, et de dire derrière, c'est quoi mon business de demain en fait? C'est ça la question, vu ce qui va arriver. Hein, c'est la question que s'est posée Elon Musk il y a quelques années et que beaucoup de gens ne se sont pas posés. Ils ont dit, OK, très bien, il y a cette tendance de transformation, de volonté de transformation de l'énergie et de l'écologie. Il y a cette mouvance qu'on voit parmi les gens où on dit, OK, on ne peut plus continuer comme ça, il faut faire les choses différemment. Ils se disent, OK, comment on l'applique dans le monde de l'automobile? Enfin, ils regardent déjà, ils se disent, OK, une grosse partie de cette pollution, de cette consommation d'énergie, ça vient de la mobilité. Il regarde, il dit, mais comment je peux faire? C'est la voiture électrique. Et comment je peux faire une voiture électrique nouvelle? Il faut aussi que je pense, il y a deux choses qui sont importantes, la batterie et le software. Donc, il se lance là-dedans, il prend une avance énorme. Aujourd'hui, les entreprises qui sont les plus proches d'elle, c'est Volkswagen. Et Volkswagen a au moins 5 années de retard sur Tesla. Et je sais, à l'époque, j'étais dans une grosse entreprise dans le secteur automobile, où même jusqu'au CEO, les gens n'y croyaient pas. Ils disaient, oui, cette histoire de véhicules électriques, dans 15 ans, on sera encore à 2%. Vous voyez, ça évolue plus vite que ça. Merci infiniment. Là, Rachida, tu as écouté les réponses de Alain. Nous, ce qui nous intéresse, là, Rachida, c'est, je connais ta passion et ta proximité avec nos PME. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse réussir cette transition, nous aussi? Est-ce qu'on peut rêver, nous, Marocains, d'avoir des startups marocaines, des experts, des entreprises expertes qui vont aussi accompagner nos tissus, des ERP marocains, nous avons besoin parce qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, les ERP, soit que ce sont des solutions dédiées aux grandes structures et tout ça, mais il y a une mutualisation où on peut utiliser le cloud, où des entreprises, des PME peuvent se sourcer moyennant des abonnements et tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer, nous, dans un futur proche, Inch'Allah, que nous aurons des entreprises marocaines qui viendront sourcer cet écosystème, stimuler, incentiver et tout ça? Rachida, la parole est à toi. Tout à fait. En fait, il y a des initiatives de la part de Maroc PME, de l'ADD, de soutenir des projets de digitalisation à travers aujourd'hui les ERP, les systèmes d'information, de soutenir l'appui technique et financier pour l'acquisition de ces investissements matériels et immatériels. À ce jour, c'est relatif à des ERP, des systèmes d'information. Nous souhaitons justement que ça devrait être complété pour l'investissement matériel lié à l'industrie 4.0, les capteurs, les tablettes. C'est en cours de créer justement un programme Tatouir 4.0 avec Maroc PME pour accompagner et soutenir ces projets d'investissement. Donc, on a une perspective justement avec Maroc PME dans ce sens. Et vous accompagnez la Rachida aujourd'hui, vous avez parlé de 650 PME qui sont dans le programme aujourd'hui, dans les cohortes qui sont passées chez vous? Qui sont passées chez nous dans le Lean. Et nous avons déjà, sur ces PME, à peu près 10% qui souhaitent déjà pérenniser ce qu'on a fait avec eux dans le Lean à travers le 4.0, à travers la digitalisation. Lorsqu'on met en place avec eux la gestion de performance, ça nécessite de relever de données sur le terrain et donc ils souhaitent digitaliser, avoir ce suivi en temps réel. Ça fait partie de la digitalisation. Il y a aussi de la planification, donc ils souhaitent aussi digitaliser la planification. Donc, il y a déjà des briques de la 4.0 qui est dans les entreprises, que sur 10% des entreprises qu'on a accompagnées, c'est-à-dire que pas beaucoup ont pris le virage,
mais 10%, c'est à peu près 50 entreprises, ont souhaité pérenniser ce qu'on a fait avec eux sur le Lean à travers les 4.0 et c'est déjà prometteur. Ils sont dans quel secteur, la Rachida, grosso modo, dans quelle dominante sectorielle? Plasturgie, métallique, métallurgique. Les IMME. Oui, les IMME dans la plasturgie, dans l'assemblage des véhicules moto, donc des entreprises, dans la menuiserie aussi. Donc, il y a des entreprises dans la menuiserie qui ont digitalisé le suivi, qui ont digitalisé le process et directement. C'est une PME qui a fait directement le Lean 4.0 avec nous. Ben, merci infiniment. Un mot pour conclure, la Rachida? C'est, comme il a dit M. Alain, c'est maintenant. Il y a beaucoup d'aléas et pour améliorer l'agilité, il faut prendre le virage. Et ce que je dirais, c'est que le Lean, c'est les fondamentaux et après, c'est le 4.0. Et au Maroc, on est entre les deux aujourd'hui. Merci infiniment, la Rachida. Alain, la parole est à toi pour conclure. Écoute, je pense qu'il faut s'y lancer. Hein. Je reviens sur le biais vers l'action. Hein. Même si vous n'avez pas tout de suite les solutions, toute la visibilité, je pense qu'il faut commencer, quitte à faire quelque chose d'imparfait, et puis derrière, enclencher la machine de l'amélioration. L'autre point qu'il faut se dire, c'est qu'on ne fait pas l'industrie 4.0 contre l'homme. Okay, il faut le construire autour de l'homme, véritablement. Et je dis vraiment sincèrement, ce n'est pas juste le discours, et c'est cela qui va porter le succès des entreprises. Donc, si j'avais véritablement 2 points à retenir, ce sont ces 2 points qui vont vous permettre d'engager quelque chose dans ce monde où il y a tellement d'aléas et où il y a des opportunités à saisir. Merci infiniment, Alain, pour ta conclusion. Merci, la Rachida. Merci aux entreprises et aux personnes qui sont connectées avec nous. J'espère que vous avez pris du plaisir et approfondi vos connaissances avec nos experts sur ce sujet qui est important, qui est la transformation industrielle. Nous y sommes. Nous sommes au Maroc dans une phase charnière où on veut réindustrialiser, on veut avancer. Il y a beaucoup de sujets nationaux aujourd'hui, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'emploi des jeunes, aussi de Foresight, tout ça. Donc, il y a sous la vision éclairée de notre souverain, il y a une vision globale de porter le Maroc vers vraiment l'entrepreneuriat à tous les niveaux. Je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, Inch'Allah. Merci infiniment, la Rachida. Merci, Onge. Merci, Alain. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir.